Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. 20h14, merci d'être avec nous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Charlotte Dornelas et Paul Melun sont dans ce studio. On va revenir d'abord sur les mots d'Emmanuel Macron. On en a parlé tout à l'heure avec Rachel Kahn, avec Franck Tapiro, avec Jules Torres. On essayait de comprendre à quoi jouait le chef de l'État. C'est quoi ? C'est une forme d'en même temps qu'Emmanuel Macron nous fait, sans trancher. Effectivement, on réagissait, on disait, mais sur un plan géopolitique, ce en même temps, il ne tient pas, Paul Melun. Quand on dit cessez le feu d'un côté, quand on dit oui, mais vous avez le droit de vous défendre, ça veut dire quoi ? Il y a un point sur lequel il est cohérent, c'est quand il dit que on peut pas appeler au cessez-le-feu et en même temps continuer à livrer des armes. Moi, ça me paraît logique. Ou vous dites effectivement, Israël a le droit de se défendre et cette défense, on lui met pas forcément de bornes et on continue à fournir des armes, ce que font certains alliés d'Israël d'ailleurs. Ou alors vous dites, moi, président de la République, j'appelle au cessez-le-feu et donc j'arrête de livrer des armes. Là, la position, je la trouve cohérente là-dessus. Mais la France ne livre pas d'armes, Paul Melun. La France ne livre pas d'armes à Israël. Elle n'a pas forcément vocation à en livrer, justement. Des composants. Oui. Bon. Moi, je pense que, en tout cas, mais là, c'est une loi générale. Oui. On avait eu le même débat quand on parlait du conflit russo-ukrainien. Moi, je pense que quand vous concourez à l'expression d'une puissance militaire contre un autre État, la frontière avec la co-belligérance, elle est assez mince. Donc, là-dessus, qu'il y ait un débat, je trouve que c'est fondé. Après, en même temps, c'est très compliqué, mais le langage de la diplomatie suppose parfois, j'ai un peu l'impression d'être l'avocat d'Emmanuel Macron ce soir, mais suppose parfois une dose de en même temps. En tout cas, ils appellent ça, les diplomates, je crois, le flou stratégique. Alors, Martine Aubry disait, quand c'est flou, il y a un loup. Là, il y a un flou. Mais si vous voulez, dans la zone... Et quand il y a un flou, il y a un... Il y a un loup, c'est ce que nous disait cette chère mère de Lille, Martine Aubry. Là-dessus, on peut lui donner raison. Non, mais pour être plus sérieux, oui, sur la zone, c'est très difficile de tenir des positions tranchées. Et la France, en plus de surcroît, a pas vraiment les moyens de sa diplomatie. La voix de la France, elle a perdu en ampleur dans la zone. Donc, on peut pas, au Proche, au Moyen-Orient, avoir la même voix qu'on avait du temps où on peut parler de la grande politique arabe de Jacques Chirac ou du général de Gaulle. Donc, la France n'a plus les moyens de ses ambitions. Le président de la République, à mon avis, il fait avec ce qu'il a. Il fait aussi avec sa politique intérieure, parce que c'est pas évident, étant donné la contagion de ce conflit, y compris au sein de l'Europe. Donc, il joue avec tous ces paramètres-là, et je trouve que c'est difficile. Mais c'est un jeu difficile, Charlotte Dornelas. Est-ce que vous avez le même regard que Paul Melun sur cette déclaration d'Emmanuel Macron ? Première déclaration dans la journée, confirmation à 19h, il y a un peu plus d'une heure, où il essaie de justifier l'arrêt de la livraison des armes à Israël. Alors, moi, c'est un peu flou, comme dirait Paul Melun. Non, mais je suis assez d'accord. En fait, il y a quelque chose qui m'a étonné dans sa déclaration, c'est qu'en effet, il fait tout un développement sur le fait que on peut continuer à donner des armes défensives, puisque Israël peut se défendre, mais pas offensives. Et il conclut en disant la France ne livre pas d'armes et non pas plus d'armes. Donc sa déclaration sur la seule livraison, on ne sait pas très bien s'il parle de manière générale, s'il fait finalement un appel aux alliés d'Israël en soi, en leur disant là, il faut poser la question du respect du droit humanitaire et international, puisque c'est comme ça qu'il pose le débat, ce qui est un débat qui est possible. Je pense que cette déclaration d'Emmanuel Macron, elle est d'autant moins lisible en raison du positionnement depuis un an de la France insoumise et du bruit qu'elle fait. Je m'explique. Le président de la République, finalement, n'a pas tellement changé sa lecture. Depuis le tout début, il dit soutien absolu aux Israéliens après le 7 octobre. La France a condamné par la voix du président de la République de manière extrêmement claire et sans aucune ambiguïté ce qui s'est passé évidemment le 7 octobre, les actions du Hamas qu'il a qualifiées d'organisation terroriste. Et depuis le début, il rappelle la nécessité de la proportionnalité de la réponse, notamment en raison des populations civiles qui sont par la force des choses bloquées. Aujourd'hui, il dit ce qu'il disait hier sur Gaza, sur le Liban, en disant qu'il regrette notamment les incursions terrestres au Liban, d'ailleurs comme beaucoup d'alliés d'Israël ces derniers jours. Simplement, dans le même temps, pour le coup, on a la France insoumise, par le biais de nombreux représentants, qui nous dit depuis un an, on a d'un côté le gouvernement génocidaire, puisque c'est comme ça qu'ils appellent le gouvernement français, israélien évidemment, mais français également, parce qu'ils les appellent les complices du génocide, les complices du génocide, hein, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les propos. Donc la France insoumise refuse dans sa lecture du conflit de voir la nuance qu'apporte Emmanuel Macron depuis le premier jour, ce qui est d'abord très malhonnête, et deuxièmement extrêmement dangereux, notamment dans les esprits des gens qu'ils sont en train d'agiter de manière
extrêmement dangereuse et dans l'importation, évidemment, d'un conflit particulièrement binaire dans leurs propos, en plus d'être excessivement malhonnête dans sa lecture. Et on va en parler de LFI. Paul Melun, j'ai plusieurs sujets. Dites vous non, en fait, c'était pour corroborer ce que disait Charlotte et ajouter peut-être un autre élément, c'est qu'effectivement, la France insoumise, non seulement mise sur l'importation du conflit par cynisme électoral, par clientélisme, mais aussi, effectivement, alimente des récits concurrents, un blocage de l'empathie, notamment envers les populations civiles aussi israéliennes qui ont été touchées le 7 octobre. Cette histoire de drapeau palestinien dont on va parler après, un jour après un jour comme celui-ci, une commémoration comme le 7 octobre, c'est véritablement jeter le baril de poudre sur l'explosion. C'est vraiment très dangereux ce qu'ils sont en train de faire. Et ça montre l'irresponsabilité totale de la France insoumise à un jour exercer quelque diplomatie que ce soit dans ce pays. Alors, on va réécouter justement, si vous le permettez, Charlotte, Paul, et vous, auditeurs d'Europe 1, les mots de Jean-Luc Mélenchon, qui a appelé, il va falloir m'expliquer, à brandir partout des drapeaux palestiniens. Alors le 8, pas le 7. Jean-Luc Mélenchon pousse pas le bouchon jusqu'au 7. Mais le 8, partout des drapeaux palestiniens. Écoutez Jean-Luc Mélenchon. Vous n'avez pas vu la lettre de la ministre de l'Enseignement supérieur? Alors il dit que, comme l'université est laïque, il ne faut pas parler de Gaza. Alors c'est un abus de pouvoir, parce que parler de géopolitique n'est pas attentatoire à la laïcité. Alors moi je recommande qu'à partir du 8, on mette des drapeaux palestiniens partout où on peut, de manière à ce que cette personne n'ait pas le dernier mot. Et oui, je demande à la jeunesse étudiante de s'insoumettre, de ne pas accepter cet interdit. Cherche quoi, Jean-Luc Mélenchon, peut-être Là, typiquement, on a un exemple chimiquement pur de ce qu'on disait précédemment. Il y a eu un débat, non pas envers les personnes qui défendent aujourd'hui ou même qui veulent porter dans le débat la nécessité ou la question que pose la vie des Palestiniens, ce qu'ils subissent et les populations civiles palestiniennes, ce qu'elles subissent, ça n'a jamais été le cœur du débat, encore moins de ce qui s'est passé à Sciences Po. Ce qui s'est passé et qui a fait réagir, c'est l'appel à l'intifada dont vous parliez, qu'on a eu dans les rues, à Sciences Po, puis dans la rue. Et l'appel à l'intifada, c'est l'appel potentiellement à prendre les armes, non seulement là-bas, mais vous vous rendez compte, Richie Thibault, attaché parlementaire de Ercilia Soudé, député LFI NFP. Donc. Voilà, et on a l'attaché parlementaire de Rima Hassan par ailleurs, qui l'a fait à Sciences Po. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, voilà, vous faites bien de le dire, parce que Sciences Po saisit la justice contre lui, ce collaborateur de Rima Hassan. Voilà, et le préfet l'a fait pour ce qui s'est passé cet après-midi dans les rues également. Donc il y a des articles 40 qui sont donc la justice aujourd'hui, et on verra comment le procureur se saisit de ces signalements, mais la justice en effet est rentrée dans la boucle par le biais et du directeur de Sciences Po et du préfet de police de Paris. Donc il y a une réaction qui est faite là-dessus. Et Jean-Luc Mélenchon, refusant la nuance absolument nécessaire aujourd'hui, explique que appeler à l'intifada, c'est comme défendre les Palestiniens et accrocher un drapeau, parce que refusant tout nationalisme en France, il va le chercher en Palestine pour agiter des esprits qui sont déjà extrêmement échauffés dans un combat où suffisamment de gens meurent là-bas pour pas qu'on importe à outrance un conflit qui est déjà en réalité porté et non pas importé par beaucoup de gens en France, et qu'ils cherchent à importer dans la vie politique française. Donc là, il y a une confusion entretenue par Jean-Luc Mélenchon, et pour revenir et simplement reboucler la boucle avec Emmanuel Macron, là où il est d'autant moins compréhensible, le président de la République, c'est que sur sa lecture géopolitique, il est assez constant cette fois-ci. Oui. Simplement, quand il y a par exemple la marche contre l'antisémitisme en France, il fait la confusion inverse en nous disant « je ne peux pas, moi, président de la République, finalement, être jugé parti dans le conflit là-bas ». Mais il faut dire à Emmanuel Macron que quand il y a une marche contre l'antisémitisme, c'est-à-dire la haine des personnes en raison de leur appartenance réelle ou supposée à la religion juive en France, c'est pas exactement prendre parti dans un conflit étranger. Donc lui-même fait des confusions qui rendent tout ça absolument illisible. Donc il semble plus possible, au bout d'un an d'hystérie absolue, de dire que Lévy compte en effet, que la lecture géopolitique est parfois difficile, que la guerre est dramatique pour absolument tout le monde, et ça semble être le summum de la complexité de dire quelque chose comme ça. C'est assez grave quand même. Alors, je voudrais vous faire réagir également aux mots de Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet dans les colonnes d'Aujourd'hui en France, Le Parisien, de demain. À propos du 7 octobre, que disent-ils? Que le 7 octobre est le révélateur d'une forme latente d'antisémitisme. Oui, Gérard Larcher, président du Sénat, et Yael Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, s'inquiète
de l'explosion du nombre d'actes antisémites et du clientélisme électoral, c'est ce que vous disiez, Charlotte, et Paul aussi, des insoumis, comme avec la marche contre l'antisémitisme. Voilà, c'est vrai qu'on avait Emmanuel Macron d'un côté, après avoir privé de l'autre. Pardon, je ne veux pas les juger sur seulement cette déclaration-là, mais en tout cas, la teneur de cette déclaration, c'est quand même qu'ils sont en train de découvrir le fil à couper le beurre. Non, mais je suis d'accord sur la forme latente d'antisémitisme, je suis d'accord. Oui, mais l'explosion d'actes antisémites en France, oui, mais au moins, il y a quand même... Il aurait peut-être fallu s'en souvenir au moment de faire des alliances dans le second tour des législatives, si c'est si grave que ça. Si la France insoumise est si dangereuse, vous avez raison, Charlotte, qu'il soit dangereux toute l'année, pas seulement pendant certaines périodes électorales qui les arrangent, et puis plus après pendant d'autres. Mais il est vrai qu'il y a eu, je pense, et Yael Braun-Pivet a effectivement, depuis le 7 octobre, eu des positions très claires, et Gérard Larcher aussi, donc je ne veux pas leur faire de mauvais procès. Mais ils ont fait partie, avec d'autres, du gros des bataillons en France du monde politico-médiatique qui, depuis des décennies, n'a pas voulu voir le nouvel âge de l'antisémitisme. C'était des gens qui, lorsqu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, vous leur disiez d'où vient l'antisémitisme contemporain en France, ils vous disaient de Jean-Marie Le Pen, de l'extrême droite, de la Seconde Guerre mondiale, etc. Alors, qu'il y ait un antisémitisme d'extrême droite en France, oui, moi j'en conviens, mais est-ce que c'est lui qui est en expansion, est-ce que c'est lui qui est en croissance ou non ? La réponse est non. Celui qui est en croissance, l'antisémitisme qui explose, et certains ont prévenu il y a longtemps, c'est l'antisémitisme mu par l'islam politique, et c'est lui qui tue aujourd'hui, c'est lui la barbarie, elle est mue par cet antisémitisme-là. Et ceux qui en parlaient il y a 10 ans, ceux qui critiquaient ce nouvel âge de l'antisémitisme, ceux qui essayaient de l'analyser, je pense par exemple à Michel Onfray, prenaient systématiquement une volée de bois vert. On disait non, vous stigmatisez, c'est pas vrai, etc. Donc ça, c'était une réalité. Qu'aujourd'hui, les présidents des deux chambres prennent fait et cause contre l'antisémitisme quand ils assument de parler de l'antisémitisme mu par l'islam politique, c'est très bien, mais maintenant, il faut des actes aussi politiques très forts. Je voudrais aussi avoir votre réaction. À l'instant, Benyamin Netanyahou vient de prendre la parole en Israël. Il vient de réagir aux propos d'Emmanuel Macron. Et que dit-il ? Que c'est une honte. Shame on you. Oui. Benyamin Netanyahou dit à Emmanuel Macron, shame on you. D'accord, mais le problème, c'est que si vous voulez, j'aurais bien des choses à dire sur Benyamin Netanyahou, qui, selon moi, a aussi des responsabilités stratégiques, militaires, diplomatiques dans ce qui s'est produit, et qui, bien sûr, a pris des mesures depuis le 7 octobre. Certaines, on peut être d'accord, certaines non. Mais shame on you sur Emmanuel Macron. Vous savez, si on écoutait Benyamin Netanyahou, un peu d'ailleurs, je peux faire le parallèle avec ce qui se passe sur le conflit russo-ukrainien. Si on écoutait Volodymyr Zelensky, on serait en train de marcher sur Moscou avec tous nos soldats. C'est un peu pareil avec Benyamin Netanyahou. Quand il dit qu'effectivement, il faut la victoire jusqu'au bout, etc. Moi, je pense que les puissances occidentales ont, et là, c'est là que l'en même temps prend du sens, ont eu tout intérêt à, dès le début, condamner sans la moindre ambiguïté les pogroms du 7 octobre, se tenir aux côtés d'Israël. Mais se tenir aux côtés d'Israël et aux côtés du peuple israélien, ça ne veut pas dire embrasser tous les desseins politiques de Benyamin Netanyahou. Benyamin Netanyahou, l'Israël est une grande démocratie, a une opposition face à lui. Il y a des gens qui ne pensent pas comme lui en Israël. Il y a des intellectuels qui ne pensent pas comme lui. Il y a des sionistes de gauche. Il y a plein de gens très différents en Israël. Donc, à un moment donné, Benyamin Netanyahou, il devra aussi rendre des comptes devant les urnes. Donc, le président de la République, il prend des décisions et une diplomatie parce qu'il est le garant de la souveraineté populaire en France. Il a des comptes à rendre devant le peuple français, pas devant la Knesset. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Bon, je suis d'accord. Charlotte Dornelas. C'est une très bonne réponse. Vous êtes d'accord ? Oui, je suis. Non, mais en fait, je suis d'accord. C'est-à-dire que moi, on me demande pas d'être d'accord avec l'un ou l'autre, ou je ne sais pas quoi, mais qu'il y ait une réaction vive d'un homme politique qui est à la tête d'un pays où, en effet, il y a une contestation et qui grandit, et même parfois, c'est les familles des otages, signe que les gens les plus touchés dans leur chair par l'horreur du 7 octobre peuvent être en désaccord avec certains choix stratégiques. Et quand Emmanuel Macron dit, par exemple, dans son interview à un autre moment, il explique que les choix qu'il conteste de la part de Benjamin Netanyahou peuvent avoir des conséquences graves. Il parle beaucoup de la population libanaise, et il parle également de l'avenir de la population israélienne, et il parle de ce ressentiment qui est en train de naître de certains des actes qui sont posés. Encore une fois, c'est sujet à débat. On peut être beaucoup plus d'accord avec Netanyahou qu'avec Macron, ou plus avec Macron qu'avec Netanyahou, mais qu'il y ait une divergence politique entre deux chefs d'État n'est pas un scandale en soi. Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup à vous deux. Il est 20h28 sur Europe 1. Dans un instant, nous serons en direct avec Tamara Atave.